Salut les marques, salut les Sparks, bienvenue dans Catch Up, je suis Rixile, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Elimination Chamber qui se passait en Australie. Je suis accompagné pour ce faire de l'inusable Giscal. Comment vas-tu mon bon Giscal? Bonjour. Eh bien bonjour Xide, bonjour à tous, peuple de Catch-Up, je vais très bien, merci, et toi, comment vas-tu? Eh bien, c'est la grosse pêche, hein. C'est le début de semaine, c'est le lundi. On n'est pas Eh encore oui, complètement écrabouillé. Et puis voilà, on a vécu un beau week-end catchesque. eh Donc oui. on s'en va vous résumer tout ça. Avant d'aller à la chambre d'élimination, on doit passer par SmackDown parce qu'on vous a pas encore analysé SmackDown, donc ça va être une review express sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce SmackDown qui est très enregistré du coup, parce que comme ça se passait en Eh oui. Australie, fuseau horaire oblige, c'était enregistré depuis une semaine. Alors pour les trucs dont on n'a rien à foutre, les Mexicains, ils ont continué à se battre entre eux, c'est-à-dire que la LWO a été attaquée dans les vestiaires par les Legado del Fantasma, avec un petit rappel à la loi de ce bon vieux Santos Escobar, qui a rappelé aux Mexicains la LWO qu'ils ont trahi Santos, c'est une Eh trahison oui. tout ça. Donc C'est ça se dans ce payera. sens-là, pas dans l'autre. Eh oui. Voilà. Et alors qu'il leur explique que quand même, voilà, où il est Rey Mysterio maintenant. Vous avez vu est-ce que vous avez vu comment il s'appelle, la Carlito? Non, tout ça, personne vient vous aider. Donc voilà, on travaille un petit peu l'allégeance de la LWO, nos amis machin et truc et bidule, dont j'ai oublié le nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Pete Dunne et Tyler Bate, qui ont battu l'équipe B du Judgment Day. Eh oui. Dom Dom Mysterio et Gigi McDonough. Voilà, une belle victoire pour alors comment on les appelle maintenant, le Capital Catch? La New Catch Republic. La New Catch Republic, voilà. Voilà. Je sais Pete pas Dunne et Tyler trop. Bate. Ouais, bon, ils ont tenté un truc avec Catch Wrestling, etc. Bon, là-dessus, joli match, rien à redire, du beau boulot, du talent dans le ring. C'était chouette. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Tiffany Stratton a battu Liv Liv Morgan. Morgan, ta Ouais. copine. Ouais, la belle Liv Morgan, grâce à l'interférence de Bianca Belair, mais elle a pas fait exprès, quoi. Bianca Belair, elle a Non. malheureusement détourné l'attention de l'arbitre là, et de Liv Morgan, et Tiffany Stratton en a profité pour faire tomber Le petit paquet. Eh oui. voilà, et le petit Et paquet. elle s'échauffait pour samedi. Voilà, Liv Morgan sera pas contente, et elle va sûrement se venger. On le verra. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le premier match, de Braun Notre ami Breaker, Braun Breaker. Eh oui. le fils Steiner là, le fils de Rick Steiner et le neveu de Big Papa Pump, Scott Steiner. Il a squashé un petit gars de NXT. Oui. Un Indonésien, c'est le premier catcheur indonésien de l'histoire de C'est un gars du WWE. roster NXT, c'est ça, ouais. C'est ça, Ils ont pas voulu prendre un petit gars, un petit talent local, ils sont allés piocher dans NXT, ouais. Voilà, Dante Chen qui s'appelle. Dante Chen. Voilà, il s'est fait écraser par l'arrivée de Braun Breaker. Voire découpé même, peut-être, encore plus adapté. Découpé en tranches, voilà, sous les aboiements du public, ça fonctionne plutôt bien la Braun Breaker pour son arrivée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu alors des petites truchements backstage. Alors Dakota Kai qui avait mal au genou. Oui, apparemment encore. elle aurait été attaquée par Damage Control. On n'en sait pas plus, il y aura un match la semaine prochaine, Bayley et Dakota contre les championnes. Les auteurs of Pain, les auteurs de la douleur, accompagnés de Karrion Kross et toute sa clique, ont battu les Street Profits. Gros match de points. Ouais. Voilà, ouais. un point pour le Final Testament face à l'équipe Bobby et compagnie. Voilà, ça ils ont marqué le coup. Retour en force des auteurs of Pain, c'était aussi un joli match. Tout en puissance là, les gros barbares. Du plutôt bon boulot. Qu'est-ce qu'on a? Roman Reigns qui est avec Jimmy Uso, Cyril Sikoa backstage, Paul Heyman,
Voilà, il y a alors Roman Reigns il joue un petit peu avec les nerfs de Jimmy Uso, hein, parce que Jimmy Uso se vante de ce qu'il a fait à Monday Night Raw, de son interférence là qui a coûté le match à Jey Uso face à Gunther. Roman Reigns lui dit ouais mais qui c'est qui t'a dit de faire ça? Alors Jimmy Uso il s'emballe, il dit non mais c'est Paul, j'ai vérifié, j'ai revérifié, j'ai revérifié, c'est bien Paul Heyman qui m'a donné le feu vert là, tout est clair, tout est net. Et Roman Reigns il dit mais tu crois que c'est qui a donné l'ordre à Paul Heyman? Et oui, tout ça c'est bien, t'as fait du bon boulot, tac, je jouais un petit peu avec ses nerfs. Et puis il dit qu'il a besoin de voir Grayson Waller, parce que ça se passe en Australie et que Grayson Waller est le Aussie Icon. Hein, c'est un petit Australien. On sait qu'il y a un, comment ça s'appelle son show là, le Grayson Waller Show là. Grayson Waller Effect. Voilà, le Grayson Waller Effect qui aura lieu pendant le PLE Elimination Chamber. Oui. Avec en invité spécial Cody Rhodes et Seth Rollins. Voilà, rien que moins que les deux pires ennemis de Roman Reigns. Et oui. Donc du coup, voilà, hein, il va falloir qu'il aille un petit peu montrer patte blanche auprès de la Bloodline. On aura un peu plus tard Grayson Waller qui débarque dans la loge de Roman, et puis il y a une discussion qui se fera mais hors caméra. On aura aussi une petite interaction avec Kevin Owens, Paul Heyman, Logan Paul. Voilà, tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Il y a aussi Austin Theory qui est dans le coin. Et puis on a un main event qui oppose LA Knight à Drew McIntyre. Qui sera évidemment bien costaud, hein. Les deux sont des bons paquets de viande, mais tout sera interrompu par l'interférence de Kevin Owens qui était au commentaire. Il attaque Drew McIntyre qui lui avait rentré dedans, je crois. Du coup, il y a disqualification. Ça part dans tous les sens. On se fait des finishers en veux-tu en voilà. McIntyre reste seul après avoir placardé un petit peu tout le monde, mais il se fait cueillir par le RKO de Randy Orton, évidemment, hein, évidemment. À moins que ce soit l'inverse. Je crois que c'est plutôt Randy Orton qui débarque de nulle part et qui met un des RKO à tout le monde. Ouais. Et finalement, il se bouffe un Claymore dans le dos de McIntyre. Et c'est bien plutôt McIntyre qui ressort gagnant, je crois. Non, alors moi c'est Randy Orton, je ne sais plus. C'est Randy qui finit sur le turnbuckle à faire sa pause et tout. Et d'accord. C'est lui le gagnant de l'épisode. Ah ouais. Non, McIntyre fait une belle pause, mais effectivement derrière il y a Randy Orton qui revient. Ouais, non, je l'avais juste au début. Ouais. Il y avait Logan Paul qui était là aussi. C'était oui, tout à fait. Festival de tout le monde était là. De gros balèzes. Hein. Parce qu'il y avait du Star Power quand même dans cette Elimination Chamber. Bon, on va faire un petit mot de la fin intermédiaire sur ce SmackDown. Ouais. Alors vraiment très rapidos. Bon, on va pas mentir, tu l'as pas vu toi. Non, j'ai vu. En fait, j'ai vu les top 10. J'ai vu les top 10 sur l'excellente chaîne YouTube de la WWE. Puisque c'est vrai que sachant que c'était un show enregistré, qu'il allait pas se passer grand chose, je me suis contenté, on va dire, du best-of et je me suis immédiatement projeté dans l'Elimination Chamber que peut-être de nombreux de nos auditeurs francophones ont regardé en live, parce que c'est vrai que ça arrivait très tôt samedi. Donc pas beaucoup de temps pour regarder le SmackDown finalement. Ah non, fallait se lever à 6h et puis fallait se lever tôt, donc c'est vrai que j'ai vu que des bribes. Après, donc oui, je vais pas donner de notes parce que bon, c'est compliqué. Hein, on va dire que sensiblement c'était plutôt un go home show. Même enregistré, qui était plutôt bien fichu parce qu'ils ont réussi, on va dire, justement à profiter du fait que c'était enregistré pour mettre quand même un maximum de gens qui sont sur la carte de l'Elimination Chamber. Forcément, ils ont un peu triché là-dessus, mais donc c'était plutôt cool. Ce main event qui featurait quasiment tout, hein, parce que AJ Styles n'était pas là, je crois, mais AJ Styles peut-être était déjà. Non, mais d'ailleurs, il est pas dans l'Elimination Chamber. C'est vrai que je spoil, mais voilà, il était peut-être déjà dans son avion secret pour
intervention secrète qui va surprendre. Pour son intervention secrète, il avait pris de l'avance peut-être, donc il était déjà plus là. Mais donc non, c'était sympa, voilà, gros bazar en fin d'émission. Les filles étaient là, mais ce que j'avais bien aimé dans ce SmackDown, c'est quand même qu'ils avaient pris le temps, de profiter d'un go home show qui n'allait pas intéresser grand monde pour, voilà, poser quelques bases. Les Author of Pain et les Street Profits sont enfin démarrés, on va dire, dans le ring. Donc ça, c'était cool. Braun Breaker, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça sent bon. J'ai bien apprécié le fait qu'il ait eu un max de réactions là dès son premier squash. Il y a quelque chose à faire avec lui, quoi. Ça, il est super. Moi, je peux pas croire que ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il a tout ce gars. Donc je pense qu'il va casser des bouches assez vite. Ça va être assez sympa à suivre. Donc ouais. Écoute, un SmackDown qui a mêlé la hype gentillette pour l'Elimination Chamber et puis en même temps qui a profité du temps d'antenne pour les programmes secondaires. Donc moi, si j'avais dû mettre un top, je l'aurais sans doute mis à Braun Breaker, vois-tu. Et puis fondamentalement, j'avais pas trop de flop parce que c'est un épisode dont j'attendais pas grand-chose non plus. Donc j'ai pas identifié, on va dire, de choses que j'ai trouvé très décevantes. Embrayons sur l'Elimination Chamber de mon côté. Ouais. Ok, ouais. Moi je mettrais un bon 3,75 pour l'épisode. C'était un très bon go home show. Franchement, les weekly sont de qualité en ce moment à la WWE. Oui, y a pas à chier. Le catch était vraiment de très haut niveau encore là. Tous les matchs qu'il y a eu, c'était que des matchs excellents. Et aussi bien au niveau des mecs que des filles, quoi, que du tag team, que voilà, il y a beaucoup de talent dans le ring là, quoi qu'il arrive. Je vais donner mon top aussi à Braun Breaker. Avec un petit bémol parce que comme c'était un show enregistré, est-ce qu'ils ont pas un peu trafiqué aussi les hurrahs de la foule pour que ce soit encore plus impressionnant que ça l'a été? Parce que c'était vraiment la grosse pop quand même. Ouais. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, la séquence où il court dans les cordes et qu'il balance sa clothesline et son spear et tout, mais t'as l'impression que c'est passé en accéléré. C'est hallucinant. Ouais, il est la vitesse, très rapide. C'est hallucinant. Ouais, c'est ouf. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a fait que des prises simples, que des trucs hyper basiques. Donc il a rien montré. Mais de toute façon, ce mec c'est tellement un freak que, je me dis, il y a pas besoin de faire plus avec un gars comme ça. Le mec, c'est une anomalie génétique. Il faut juste, miser tout là-dessus, le faire défoncer les gars. Et puis il a une promo qui est pas dégueulasse, moi je trouve. Donc en vrai, on a quelque chose en puissance qui est pas mal. Hein. Ouais, faut rester sur ce personnage badass là et puis continuer là-dessus, c'est ce que les gens ont envie de voir. Hein. Ils ont envie de le voir claquer des culs là, défoncer des gars. Voilà. Et mon flop, je le donnerai plus tard. Ce sera la petite surprise du chef. Bon, allez. Petite idée alors. Voilà. On part vers l'Australie. Alors c'est Perth. Perth, que ça s'appelle. Cette magnifique région australienne. Toujours beaucoup de visuels de la WWE là pour promouvoir ils se sont régalés là. Ouais. L'agence du moi j'avais envie de prendre des australien, vacances. J'allais prendre un billet. Je me suis dit tiens, je vais aller courir avec les kangourous sur la plage, etc. Un partenariat avec l'office du tourisme australien là, je pense. Ça marche bien. L'Optus Stadium on était, dis donc. Oui. Il y avait combien de personnes? 55 000 Écoute, d'après notre bon ami Paul Levesque, nous étions 52 500 et des bananes, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'était quelque chose comme ça, quoi. Du beau boulot. Donc, alors, je vais faire ici mon mea culpa parce que dans les voilà, quand on est sur les réseaux sociaux, des fois on s'emballe, on va un peu loin, on est sûr de soi, et puis on se fait parfois il faut admettre qu'on a fait des erreurs, quoi. Donc j'avais dans un fantasy booking parler de la place justement de Liv Morgan. Tu parlais de Liv Morgan, qu'elle aurait pu avoir sa place à WrestleMania, mais dans le Battle Royale qui serait passé dans le kick-off, quoi. C'était un petit trait d'ironie, quoi. Et on m'a rappelé à l'ordre, on m'a vertement rappelé tout simplement que le kick-off ça n'existe plus, hein. Ça fait des mois et des mois puisque c'est la décision. C'est la décision de Peacock, ça, hein, tout simplement, on le sait, quand on est un peu un suiveur assidu. Moi, évidemment, j'ai tendance à oublier de vérifier mes sources, etc. Donc voilà, je m'excuse ici, effectivement, il n'y a plus de kick-off. Depuis bien longtemps, donc pardon aux suiveurs que j'ai pu agacer. Donc, alors avant de rentrer dans le vif du sujet,
On va parler du kick-off de. Ah oui, parce que malgré ça, il y avait. Il y avait un kick-off, il y avait un match, c'est pas juste un match, une défense du titre tag team féminin. Les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sen défendent leur titre face à The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell. Genre, je sais pas du tout d'où ça sort, ce truc-là. Peut-être à Raw, en début de show Je sais pas du tout. Ouais, alors là, à vos commentaires, si vous pouvez nous dire d'où sortait ce match, mais c'est vrai qu'il a été un peu. J'ai eu le sentiment qu'il était un peu tombé du camion sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Et ou donc, peut-être une Battle effet, Royale qui a eu lieu ou qu'elles ont gagné, je sais plus, parce que moi j'ai vu passer des posts de Chelsea Green qui voulait venir. Mais bon, bref. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Indy Hartwell, elle joue à domicile. C'est la petite star locale. Alors c'est pas la grosse star locale comme Rhea Ripley qui défendra son titre ce soir contre Nia Jax, mais visiblement elle a les faveurs du public, elle a une grosse pop quand elle débarque, elle a une grosse pop quand elle catch dans le ring. Voilà, donc à chaque fois qu'elle rentre dans le ring, ça va être l'explosion de joie du public. Voilà, il va y avoir un Nous petit avons eu déroulé. le droit à des chants We Want Indy quand même à un moment. Ouais, parce que, carrément. évidemment, Candice LeRae faisait le rôle du babyface en péril pour faire monter la sauce. Mais... C'est ça, jusqu'à l'ultime hot tag, malheureusement qui ne portera pas ses fruits, puisque définitivement les Kabuki Warriors sont trop fortes. Elle remporte le match sur la combinaison avec Lindsay Elbow, comme on appelle ça. 8 minutes 55 quand même de match. Qui était un match tag team féminin, c'était pas non plus exceptionnel. Je sais pas si tu l'as vu toi du coup. Si, écoute, je me le suis infligé, je l'ai vu. Ok. Tu l'as pas vu toi? Si, j'ai regardé. Si, tu l'as vu? Tranquillement, ouais. Bon, et Indy Hartwell, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu du mal quand même quand c'est de la tag team. Ouais. Ouais, et puis au-delà d'avoir du mal en tag team, je l'ai senti un peu. Ouais, bon, globalement, il y avait une ambiance un peu touriste sur ce match. Mais alors, Indy Hartwell, moi, je sais pas si t'as eu ce même sentiment, mais dès son entrée, déjà, voilà, le gros sourire, ça tapait dans les mimines. Et puis après, sa première intervention dans le ring, elle était un peu mollassonne. Elle faisait beaucoup de sourires, elle catchait en souriant. Enfin, on avait presque l'impression qu'elle allait s'arrêter en pleine séquence pour saluer le public. Enfin, il y avait un côté elle a fait des vraiment, pauses comme ça. Ouais, ça faisait vraiment. Je suis heureuse d'être là, c'est magnifique, merci à tous. Presque pas l'impression qu'elle était là pour catcher. Moi, ça m'a un peu. Bon, déjà que j'avais pas grand-chose à foutre de ce match, c'est vrai que je me. Ouais, elles ont pas fait grand chose pour nous faire croire qu'il se passait quelque chose d'important, quoi. Enfin, c'était vraiment, voilà, on lui a fait plaisir et ouais, Indy Hartwell, je l'ai trouvé un peu en dilettante, ouais, sur ce match. Ouais. Bah, je pense qu'elle était prise par l'émotion, parce que c'est pas banal quand même d'arriver à domicile dans un stade de 50 000 personnes. 55 000 personnes, ouais, c'est sûr. Ouais, ça reste une rookie, elle a pas eu beaucoup d'expérience non plus dans le main roster, donc on lui pardonnera. C'est toujours un petit peu difficile la tag team chez les filles. Voilà, bon, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas un très grand match quand même. C'est un match de kick-off, quoi. Voilà. Ça manquait un peu d'ambition. Fallait pas en attendre beaucoup plus. C'est vrai que on appelait déjà, il y avait eu une défense de titre un peu foireuse à Raw. Alors c'était contre qui déjà? Ça m'échappe. Je sais plus. Enfin bref, où on s'était dit tiens, pourquoi pas leur faire perdre leur ceinture, faire intervenir Bayley, enfin essayer de faire des trucs et tout. Bon là, fallait pas trop se voiler la face. Ça m'étonnerait qu'ils fassent des trucs comme ça en kick-off. Alors que les mecs, les trois quarts du stade sont plus ou moins encore à la buvette. Ils en ont un peu rien à foutre. Je pense qu'il fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Mais bon, voilà, à la limite, je réitérerai les mêmes griefs, qui est que bon, je suis pas sûr que ça. Je sais pas quel est l'intérêt vraiment de foutre ce match en kick-off. Bon, c'était pour faire plaisir à Indy, j'imagine, mais bon, ça manque. Tout cela manque toujours quand même un petit peu d'ambition et d'écriture, quoi. Ouais, faut bien tester les lumières et tout ça quand même. Mais c'est vrai. Mais ouais, comme tu dis, match de kick-off, rien d'exceptionnel. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, on est contente pour elle, voilà. Elles se sont contente pour Indy, ça fait. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors après un bon package vidéo des familles comme on a l'habitude, on a le premier match d'élimination dans la chambre.
l'Elimination Chamber match féminin. Alors, les participantes, il y a Naomi, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Bianca Belair, Liv Morgan et Becky Lynch. C'est pour un titre, un title shot. Bianca Belair. Ouais. Et Bianca Belair. Oui, j'ai dit tout. Tu l'as dit? Oui, pardon, oui. Ouais. Tu l'as dit, pardon. Voilà. Est-ce que tu veux que je reprenne toute la liste depuis? Non, vas-y. Voilà, un title shot à WrestleMania contre la championne de SmackDown, non, de Monday Night Raw. Oui. Ou au choix, je sais pas. Contre Rhea Ripley. Non, c'est ciblé sur Rhea Ripley. Ouais. C'est ciblé sur Rhea Ripley, ouais, exactement. Alors, voyons voir. Qui c'est qui démarre? C'est Becky Lynch et Naomi. Eh oui. Naomi qui revient de la TNA, là. Voilà, toute fraîche, elle est revenue au Rumble. Elle a son contrat à SmackDown. Donc ça se fout sur la gueule de gaiement. Il y a un joli spot de Naomi là qui fait une descente de la cuisse depuis le haut de la cage là, agrippée au côté de la cage là. Jolie descente. Qui c'est qu'on a qui rentre après? Je crois que c'est Tiffany Stratton. Time. C'est Tea Time. Alors elle a bien énervé Tiffany Stratton. Elle défonce un peu tout le monde. Ça y va fort, des sauts dans tous les sens. Elle prend un peu le contrôle du match jusqu'à ce que Liv Morgan débarque. Et Liv Morgan elle est très très énervée contre Tiffany Stratton, oui. Parce que elle a perdu à SmackDown contre Tiffany. Donc elle lui défonce la gueule d'un côté comme de l'autre sur les pods, les cages en plexiglas. Ça continue à se foutre sur la gueule gaiement. Jusqu'à ce que débarque en 5e position Raquel Rodriguez qui était revenue à Raw, si je dis pas de bêtises, de longue maladie. Donc c'est parti pour la puissance de Raquel Rodriguez qui va envoyer des powerbombs en voiture, voilà. C'est costaud. Alors, je crois que c'est à ce moment-là que il y a Naomi qui se fait éliminer par Tiffany Stratton. Tu as peut-être raison. Je sais plus si, comme pour les mecs, ils ont. Ah non, t'as raison. Non, mais il me semble que tout le monde n'est pas encore sorti de la cage. Elle s'est fait éliminer, Naomi, je crois que même avant que Raquel arrive, je crois. Ouais, peut-être bien. Elle s'est fait éliminer assez tôt. Ouais. Elle tombe par un très très beau roll-up. Ouais, très très beau roll-up de Tiffany. Ouais, Tiffany Stratton l'élimine sur un roll-up grâce à l'intervention de Liv Morgan, je crois. Oui. Qui a fait un petit dropkick dans la face de Naomi là. Voilà, la pauvre Naomi qui ne finira pas le match. Première éliminée, c'est une petite première éliminée. Ouais, ça va fort. Donc après il y a Bianca Belair qui numéro 6, qui fait rentrer et là tout le monde est dans la partie. Donc là ça va se foutre sur la gueule gaiement. Jusqu'à ce que alors Tiffany Stratton qui va quand même faire 2-3 exploits là, une swanton du haut de la cage. Oui. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est la folie là. C'est le spot du match. C'est le spot très impressionnant du truc. Mais ça va pas lui porter chance parce qu'elle va se faire piéger par Bianca Belair, je crois, dans son c'est Kiss of Death. J'invente des trucs moi. Son finisher là. Non, c'est Liv Morgan qui se débarrasse de Tiffany finalement. D'accord. Mais pas grâce à l'intervention de Bianca. Semble pas. Bianca Belair, elle a éliminé de toute façon Raquel Rodriguez. Ouais. Non, mais c'est juste après la grosse swanton. Du coup, il y a tout le monde qui est out, sauf Liv Morgan justement, donc face off entre Tiffany et Liv et puis finalement Stratton qui essaye son fameux moonsault, mais finalement Liv Morgan contre et se débarrasse de Tiffany. Et nous avons sous les huées d'ailleurs du public de l'Optus Stadium qui avait pris fait et cause j'allais dire à ce moment-là du match, mais quasiment dès le début. C'était assez surprenant parce que même dès que Tiffany est sortie de son pod, tu sentais qu'il y avait une petite pop qui commençait à se construire. Et puis alors c'est vrai qu'une fois qu'elle avait sorti tous ses exploits physiques, le public avait complètement pris parti pour Tiffany, ce qui fait que le tombé s'est fait un peu sous les huées. Ouais, Liv Morgan, ça n'a pas été très apprécié. Ouais. Sky is the limit pour Tiffany Stratton là, qui a été très impressionnante dans le match et comme tu dis, qui a rallié complètement le public à sa cause. Qui a complètement acquis, c'est impressionnant. Elle n'a pas donné à tout le monde, Bon,
C'est pas la même chose pour Raquel Rodriguez, hein, donc personne n'avait rien Non. à foutre malgré Oui. tous ses exploits. Donc elle se fait éliminer un peu sèchement par Bianca Belair, toujours sur son finisher. Et donc après on a les trois favorites, Liv Morgan, Becky Lynch, Bianca Belair. Oui. C'est reparti, ça se fout sur la gueule tranquillement jusqu'à ce que Liv Morgan réussisse à piéger Bianca Belair dans son finish. Et là, elle est contente, mais juste derrière, elle se fait toper par Becky Lynch. Et oui. Qui la plaque dans le Manhandle Slam. Qui s'est réveillée juste voilà, au bon moment. Qui s'est réveillée, puisqu'elle était quand même out pendant un bon moment. Ouais. Un peu transparente dans le match Becky Lynch, mais bon, c'est pas grave. Mais... hein, c'était là pour faire briller un petit peu les autres. Mais en tout cas, 1, 2, 3, victoire de Becky Lynch au bout de 32 minutes 15 de match. Tout de même. On leur a donné le temps de démontrer un peu ce qu'elles savaient faire, hein, les filles là. Pour moi, c'était plutôt une bonne chambre d'élimination. Même si c'est vrai que Becky Lynch a été un peu transparente. Je suis en train de réfléchir un peu à ses passages, mais elle était souvent à terre. Faut dire qu'elle est rentrée en première. Tu peux chercher. Je pense qu'en effet, il s'est pas passé grand-chose côté Becky sur ce match, ce qui était assez. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a toujours deux lectures. Hein. Tu peux te dire bon, voilà, c'était place aux autres, mais d'une certaine manière, ça fait c'est vrai que moi ça m'a donné un peu. Déjà qu'on attendait tous la victoire de Becky Lynch, je pense qu'il y avait quand même pas beaucoup de suspense. Il y avait pas beaucoup de suspense sur ce match. En plus, c'est arrivé un peu à plat. On sent que c'était un petit peu anti-climactique, un peu hein, comme ils disent là les anglo-saxons. J'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu une liesse absolue. Au contraire même, hein, d'ailleurs, sur la séquence finale qui était, moi j'ai trouvé un petit peu plate, hein, parce que c'est vrai qu'en effet, roll-up, difficile. Hein. Roll-up sur Bianca et puis hop, Becky qui chope Liv Morgan et puis qui lui met son Manhandle Slam qui. Enfin vraiment, en fait, moi ce finish, j'en peux plus de ce finish. Il est tellement pourri. Je trouve que, ce finisher, qu'il faut vraiment. Faut qu'elle trouve autre chose, quoi. Mais bon, écoute, ça. On va pas c'est mieux que ces tentatives de soumission là avec son armbar là, qui est pas fantastique non plus. Non, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en fait, elle a pas vraiment de très bon finisher, Becky Lynch. Mais son talent est autre part à Becky Lynch. Son talent est autre part, c'est exactement. Donc match Becky Lynch qui a pas fait grand chose. Et puis c'est ce qui m'a un peu gêné c'est le démarrage que j'ai trouvé long, un peu lent là. On aurait pu croire à la bonne idée. Becky Lynch, Naomi, c'était assez cool pour ouvrir. Moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément. C'était peut-être un des moments les plus fadoches du match. Alors, tu me diras, c'est normal, Elimination Chamber, t'es pas là pour voir le 1v1 initial, mais bon, je sais pas. J'ai trouvé que Naomi était un peu empruntée. C'était pas fantastique. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion depuis qu'elle est revenue de la TNA. Moi, je vais te dire que même avant, moi, je pense que Naomi elle est un peu surcotée. Hein. J'ai jamais vraiment vu faire de match exceptionnel, hein, en vérité. Alors, je suis complètement d'accord. J'ai jamais été un grand fan, en effet, du in-ring de Naomi. Mais bon, il y avait tout ce côté, elle est allée un peu faire ses gammes, en quelque sorte, hein, côté TNA. Tu pouvais t'attendre à ce qu'elle revienne, on va dire, avec un bagage un peu plus fourni. Et c'est vrai qu'entre son retour, c'était au Rumble, non? C'est ça, où elle démarre? Ouais. Où, putain, ça avait été... complexe, je crois que c'était contre Natalia, je crois qu'elle avait fait toute une séquence déjà où on avait essayé de la mettre un petit peu en lumière en 1 contre 1 au Rumble, c'était compliqué. Là, j'ai trouvé que rebelote, c'était très très compliqué d'en tirer quelque chose là sur cette ouverture de match contre Becky Lynch, qui fait que c'était pas forcément pour me déplaire de la voir sortir en premier. Même si encore une fois en kayfabe c'était une petite surprise, hein, parce que c'est vrai que dans un match où t'as Tiffany Stratton, tu pouvais t'attendre peut-être à ce que ce soit elle qui mange en quelque sorte, et écoute non, donc voilà, petit flop pour Naomi, petit flop pour Becky Lynch aussi de mon côté. Par contre gros top Tiffany Stratton qui a été pour moi un peu l'étoile filante dans ce match, hallucinante. Elle est grave impressionnante elle, hein. Franchement hallucinante. Je suis un peu sous le feu, écoute, déjà au Go Home Show de Raw, j'avais trouvé que le segment de la Revolving Door, là, la porte de saloon, là, avec toutes les filles qui étaient venues parler, globalement c'est des segments casse-gueule, mais la seule qui avait tiré un peu son épingle du jeu, je trouvais que c'était Tiffany déjà à ce moment-là. Et alors là, dans le match, moi je trouve qu'elle a vraiment crevé l'écran, et le public s'y est pas trompé, parce que
Bah écoute, elle a tranquillement accumulé la pop et jusqu'à carrément faire que sa sortie soit huée, alors que c'était la seule île du match. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est un petit exploit en soi. Et quand bien même j'ai pas été transcendé par ce match-là, bah je retiendrai quand même ce match comme étant bah peut-être la mini éclosion de Tiffany Stratton qui m'a donné en tout cas beaucoup d'arguments pour avoir envie de la suivre pour la suite parce que bah ouais, c'était Tiffy Time en Australie Mm. samedi. Ouais. Ouais, donc du bon boulot. Voilà. Si elle se blesse pas, elle, je pense que vraiment, elle va aller très loin parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et moi, j'étais aussi vachement impressionné par Liv Morgan, qui je trouve Oui, a passé un il faut palier là. reconnaître. Elle, Il faut elle reconnaître. était percutante, elle était rapide, elle a fait plein de spots, elle est bondissante. Voilà, on n'a pas l'impression qu'elle était sous blessure depuis un an. Visiblement, elle est morte de faim. Ouais, Ça fait non, plaisir de non, voir des filles mais qui ont envie de, tu vois, de manger la lumière, de prendre le spot là. je peux pas lui Euh, enlever ça. C'est vrai je, que je, je je suis. pense que c'est le moment de tirer la gâchette là pour Liv Je peux être Morgan. de mauvaise Voilà. foi, je peux être de mauvaise foi un peu avec Liv Morgan parfois, mais faut reconnaître que sur ce match, tu vois, moi entre elle et Tiffany Stratton, c'est ces C'est deux-là eux qui qui ont m'ont fait le gardé dans le spectacle. Hein. match, quoi. Ouais, c'est ces Mm. deux-là qui m'ont gardé dans le match parce que globalement, ça a été quand même une Elimination Chamber assez tranquillou, quoi. Voilà, Mm. c'est le problème, c'est bon, peut-être que il y a pas les aptitudes physiques peut-être pour envoyer non plus des Ouais, spots moi. de monstres dans une stipu comme ça. Et c'est vrai qu'au final, qui a fait le spectacle? Ouais, bah c'est une Liv Morgan, comme tu dis, intense, bondissante, qui a quand même fait le spectacle. Et puis Tiffany, ouais, qui a eu the spot du Mm. match. Donc ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Quelques bons sellings de Bianca Belair. Il y a eu quelques spots où Oui. elle s'est bien mangé les Mm. mous. Raquel Rodriguez, bon, voilà, power move. Ouais, relativement transparente, mais ouais. Ouais, Mm. ouais. Bon, moi, je suis pas trop convaincu de toute façon par Raquel, mais Non, moi non plus, mais voilà. Bon, moi, je dirais un Elimination Chamber solide avec deux, trois filles qui ont crevé l'écran, et puis voilà. Comment on démarre un Elimination Chamber en Australie oui. avec une foule qui était quand même bien chaude, hein. Ouais, Ouais, grosse relativement chaude, ambiance hein. quand même. Hein. Ouais, relativement Ouais, chaude. ils Ils se ont sont fait le pas endormis. taf et On a connu des chambres d'élimination où on entendait les mouches voler. Hein. c'est vrai. Là, c'était bien hot. Bon, faut dire qu'on a eu un Elimination Chamber chez les Saoudiens, je crois, à une époque quand même. Non, mais Euh, bon, là, le seul truc, elles avaient pas de chance, hein, mais c'est qu'elles ont dû ouvrir le show et donc elles ont dû ouvrir 2 jours. hmm, Et c'est vrai que bon, on le verra dès le match suivant, mais je trouve que ouais, dès les entrées suivantes, parce que bon, peut-être on en parlera, mais les pauses entre les matchs étaient très longues, oh là là, très interminable. très 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 longues. Et donc c'est vrai qu'on a eu le temps d'admirer le coucher de soleil pendant leur Hmm, match, hein, grosso modo. Et puis donc après le deuxième match, a démarré sous la nuit. Ah, c'était pas la même ambiance. Hein. Enfin, je trouvais qu'il ouais. y avait tout de suite une atmosphère différente qui se dégageait. Et bon, d'une certaine manière, j'ai envie de tu vois, de leur donner un petit peu ça, cette Hmm. condition, entre guillemets, c'est pour atténuer aussi un petit peu la critique. C'est ouais, elles ont dû démarrer un peu 2 jours et ouais, voilà, c'est pas, Ouais, c'est vrai c'est que la chambre d'élimination, c'est pas non plus le truc le plus adapté à un show à l'extérieur en plein jour, non. quoi. Hmm. Hein, ça a plus une ambiance de nuit dans un stade, Ouais, effectivement. ça casse un peu, je trouve, la Ouais, violence et le côté sombre de la stipu, quoi. Ouais. ouais. Ouais, puis pour ceux qui étaient sur le parterre, il y avait une partie où ils pouvaient pas mettre de monde aux quatre coins du ring là, puisque avec les poteaux, les trucs, les gens voyaient rien, donc ils Oui, ont oui, ils ont oui, en fait une effet, ouais. espèce de disposer les trucs. Du coup, c'était pas plein à 100% là, sur le parterre. Mais bon, c'est un choix. Bon, la suite c'est le championnat tag team des messieurs. Et oui. Le jugement de l'équipe A, hein, cette fois-ci les champions undisputed, Damien Priest et Finn Balor, qui sont accompagnés de Dirty Dominic Mysterio, affrontent donc la New Catch Republic, Pete Dunne et Tyler Bate. Un match de 17 minutes 25 où évidemment ça part dans tous les sens avec les fameuses interventions de Dominic Mysterio là qui se fait huer par la foule comme c'est pas possible et qui se fait même éjecter du ring à un moment donné. Donc là, est-ce qu'on commence à douter d'éventuellement de la défaite du Judgment Day?
Euh, la question est bonne. Hein. Alors ils vont sortir tout leur arsenal, hein, Pete Dunne et Tyler Bate. On va casser des doigts, hein, on va faire des prises de soumission. Voilà, on fait le petit tourniquet là avec. C'était Damien Priest qui était sur le dos. Sacré hélicoptère. Hein. Attends, il ne s'arrêtait plus. 5 minutes. Ah ouais. Non, impressionnant. Bah là c'est pareil. Hein, tu vois le talent qu'il y a dans le ring. Entre Finn Balor, Pete Dunne, Tyler Bate, c'est quand même pas les plus mauvais du lot. Damien Priest aussi, voilà, Damien Priest c'est un sacré gabarit aussi, donc forcément le match il est assez exceptionnel. Bon, sans surprise, effectivement, victoire du Judgment Day. Je crois que c'est le coup de grâce qui termine le match. Yes. Ils auront faire ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, le morceau est trop gros pour les petits nouveaux là de la New Catch Republic. Donc voilà, victoire du Judgment Day après un match très rythmé, très spectaculaire. Voilà, moi tout ce qui me manquait dans ce match c'était le suspense quoi finalement, non? Parce que sinon il y avait tout entre les interventions de Dominique Mysterio, le catch, c'était du catch caviar. Il y avait rien à acheter, je suis d'accord. Écoute, j'ai presque envie de te dire, alors bon, de là à dire, est-ce qu'il y avait vraiment un vrai suspense? Non, je vais peut-être pas pousser le vice jusque là, mais il y a eu quelques moments où, d'ailleurs, je crois que je l'avais mentionné dans le petit le salon de réaction en live que nous avons sur notre Discord. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez réagir en direct sur les shows. On est là, on a une petite équipe qui réagit en direct aux shows. Et je l'avais dit que, je sais pas si on peut parler de suspense, mais en tout cas, j'ai quand même senti sur les 5 dernières minutes du match qu'il y avait un côté un peu on cassait les codes de la façon justement dont étaient faits certains nearfall, certaines interventions. Il y avait une petite ambiance, un petit parfum de chaos à la fin qui pouvait te faire dire ah tiens ça peut ressembler à une séquence qui va aller au bout, tu vois, pour les gentils. Alors bon, ça s'arrête quand même jusqu'à la suspension de crédulité, on va dire, qui est que on se doutait bien qu'il allait pas avoir de changement de titre, mais en tout cas, il y a eu quelques séquences, j'ai trouvé, qui ressemblaient quand même très fortement à, pourquoi pas une mise en scène de victoire, quoi. Et j'ai apprécié l'effort, on va dire, qu'il y a eu pour brouiller un petit peu, un peu brouiller les pistes sur cette fin de match. Et notamment, à un moment, il y a eu quand même où je crois que Finn Balor demande le Razor's Edge à Damian Priest. Il lui dit vas-y, on va les finir. Et puis finalement c'est contré. Et puis il y a il me semble que c'est ça où après il y a le double Tiger Driver là qui arrive à ce moment-là. Ou le double, je sais plus, ils ont appelé ça Birmingham. Le Burning Hammer, oui, leur double Burning Hammer. Et bon, voilà, je dis pas que je me suis levé de mon canapé, mais ouais, c'était pas mal fait. C'était vraiment très très sympa. Et puis plus globalement, j'ai envie de dire, écoute, un match dont j'attendais vraiment pas grand-chose et dont je ressors avec l'impression que, tu vois, là on a parlé de une petite explosion, toute chose égale par ailleurs, de Tiffany Stratton. Je me dis peut-être que, tu vois, pour le grand public, pour les non-suiveurs de NXT UK, dont je fais partie, et puis de manière plus générale pour les fans de la WWE qui connaissaient peut-être pas non plus les deux petits British. Je pourrais me dire, tu vois, à l'issue de ce match, une équipe est née, c'était vraiment pas dégueu du tout. Ils ont fait, je trouve, un super match. Ils ont déployé un catch par équipe qu'on a finalement pas tant l'habitude de voir que ça à la WWE, qui était assez rafraîchissant. Beaucoup de combinaisons à deux. Beaucoup d'innovation, je trouve, dans leur façon de catcher, qui fait que t'avais l'impression de voir une équipe que tu vois pas tous les jours à SmackDown et à Raw. Et donc là aussi, comme pour l'Elimination Chamber, écoute, comme pour Tiffany, Tyler et Pete se sont, en tout cas, ont gagné, on va dire, de mon côté, un intérêt pour les semaines à venir, où j'ai envie de voir ce qui leur sera réservé, parce que j'ai trouvé que c'était très sympa ce qu'ils ont fait. Évidemment, extrêmement bien servi par le Judgment Day, Damian Priest, toujours super, Finn Balor, magnifique, j'ai trouvé pendant ce match. Tellement précieux Finn Balor, je trouve, sur ces matchs comme ça. Il donne tellement, je trouve, de liant il est tellement précis dans le ring. Il fait super bien le heel qui cabotine et tout. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment magnifique sur ces matchs-là. Et à souligner comme toujours, mais
de toute façon, c'est même plus une révélation à ce niveau-là, mais le rôle que peut avoir Dominique Mysterio, même quand il catche pas, on a l'impression d'un vieux roublard aux abords du ring. On a l'impression que le mec a déjà 30 ans de carrière parfois derrière lui, la façon dont il a d'intervenir, de jouer avec l'arbitre, de faire le spectacle. Oui, il prend le micro avant que le match commence pour faire la présentation. C'est tellement bien joué, c'est tellement bien joué. Ouais, c'est super parce que là aussi, tu vois, c'est des petits détails, mais on n'attend rien de ce match. Grosso modo, je pense que les 52 000 personnes dans l'arène, ils savent comment ça va se terminer. C'est pas facile, ils passent juste après une Elimination Chamber, donc qui est la stipulation phare. C'est pour ça que les gens se sont déplacés, grosso modo. Hein, c'est pour les 2 grosses Elimination Chamber et pour le main event. Donc ce match-là, il est un peu à la place du mort. Et je trouve que voilà, cette petite prise de micro pour changer un peu, voilà, prendre à contre-pied un peu tout le monde et mettre un peu de piquant dans l'annonce des participants au match, et tout de suite, du coup, faire démarrer ce match dans une ambiance un peu apocalyptique ils se sont fait huer comme c'est pas permis. Donc il y a un engagement qui est complètement différent quand la cloche retentit que si ça avait été quelque chose, les champions, les challengers, allez-y, battez-vous. Donc ça, c'est des petits trucs, mais qui ont fait que j'ai trouvé que ce match avait été entre le finish qui a été correctement brouillé, cette intro, la super prestation des équipes, je ressors de là en me disant écoute, j'en attendais rien et je me suis bien éclaté. J'ai trouvé que c'était très sympa. Ouais. Il y a un mélange d'écoles de catch un petit peu entre Baylor qui était au Japon, Dominique Mysterio qui est un pur produit WWE, Priest qui a fait un peu les NDA, il vient de la Ring of Honor aussi, etc. Et de l'autre côté, les Anglais qui ont, alors quand même, Pete Dunne et Tyler Bate, c'est des mecs qui ont redynamisé, revitalisé, mais vraiment la scène anglaise, quoi. Il y avait plus rien, et eux ils ont rebâti le truc avec les catcheurs de leur génération pour en faire un truc qui est viable. Ils remplissaient les salles partout où ils allaient. Alors c'est pas la même envergure que la WWE, hein, mais à leur niveau, ils avaient construit leur petit business qui tournait bien. Et ils ont vraiment relancé un catch qui était mort, quasi mort, quoi, en Angleterre. Alors c'est dommage parce que ils ont tout ça a été un petit peu tué dans l'œuf par le Covid et la période où tout le monde était cloîtré chez soi. Mais ils avaient réussi quand même à amener les shows de la Progress et tout ça sur le WWE Network. C'est quand même pas rien ce qu'ils ont fait. Maintenant ils terminent leur carrière, ils sont à SmackDown, maintenant ils sont dans les premium live events, ils font le spectacle et puis ils font pas de la figuration. C'est un sacré accomplissement quand même pour ces gars-là. Et puis ces matchs comme ça, tu vois, c'est rien du tout, c'est juste un match de championnat tag qui serait assez anecdotique. Tout de suite ça donne vraiment un truc de qualité où t'es pris dans le truc, un peu du même niveau que ce qu'on avait à l'époque avec les Usos et The Bar, la grande époque des tag teams là, avec le New Day. On a ce même niveau de catch, quoi. Donc c'est c'est là où on en est avec c'est là où on en est avec le roster de la WWE, c'est que même des mecs qui sont un peu en bas de la carte comme Pete Dunne, Tyler Bate qui revient tout juste d'NXT, c'est des mecs qui ont un talent quand même qui est énormissime et qui sont capables de tenir un match de premium live event comme on a rarement vu, quoi, hein. Donc absolument, c'est chapeau pour ces gars-là. On aura l'occasion de revenir sur cette conclusion lors justement du mot de la fin, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Du beau boulot. Ensuite, bizarrement, c'est pas la chambre d'élimination des hommes qui va faire le main event. C'est réservé pour Rhea Ripley, l'enfant du pays, et son match contre Nia Jax, sa défense de titre. Pour l'instant, c'est l'Elimination Chamber des hommes, avec au programme rien de moins que Kevin Owens, Bobby Lashley, Logan Paul, Randy Orton, Bobby Lashley, dont j'ai déjà dit, pardon, c'est LA Knight qui débarque, et Drew McIntyre. Oui. Bis repetita de SmackDown. Bis repetita de SmackDown. Je crois que c'est Drew McIntyre et LA Knight qui ouvrent les hostilités. Oui, c'est pour ça, tout à fait. Si je dis pas de bêtises, donc ça s'envoie évidemment gentiment sur la gueule.
Le troisième arrivé, c'est Kevin Owens qui est bien énervé. Hein. Kevin Owens, il se tape la tête contre très énervé. il se tape la tête contre le plexiglas à plusieurs reprises. Oh là là, lors de quand Logan Paul est arrivé pour prendre sa place dans le ring, enfin dans les pods, ouais. et qu'il est passé évidemment comme ils font toujours taunter tout le monde et qu'il est passé devant le pod de Kevin Owens, et Kevin Owens était complètement taré. Il s'est tapé 10 fois la tête contre le plexiglas et t'as Logan Paul qui a regardé en mode il est fou ce mec. C'était Voilà. très drôle. Excellent. Le quatrième entrée, c'est Bobby Lashley, tout en puissance. Ensuite, Randy Orton, évidemment, le favori des foules. Le Randy Orton, la légende. Et c'est Logan Paul qui rentre en dernier. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse ? Attends, non, t'as raison, excuse-moi. Non, tu as raison. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on s'embrouille un peu parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'élimination avant que tout le monde soit rentré dans la cage. Voilà, les 6 rentrent. Voilà. Donc du coup, ça se fout sur la gueule Game. Alors c'est vraiment très violent, hein. C'est des gros spots de gros points. Oui. Là, on a vraiment la classe A hein, de la WWE. Le premier éliminé. Est-ce que c'est pas Kevin Owens ? Le premier éliminé, c'est Bobby, tu vois. C'est Bobby Lashley. Ah, c'est Bobby Lashley qui se fait éliminer tout de suite. Ok. Ouais. Donc Bobby Lashley qui a quand même défoncé tout le monde, hein, qui a fait un spear sur Logan Paul et a fait traverser le pod en plexiglas, mais il a détruit Logan Paul. Ouais. Voilà, malheureusement, on lui a un peu attaqué le coude à Bobby. Il est blessé, il va pas trop bien. Et quand t'es blessé dans la chambre d'élimination, ça pardonne pas puisqu'il se prend un Claymore kick de Drew McIntyre à 21 minutes 30 de match. C'est ça. Et ça va pas bien. Il est blessé. Donc il s'arrête sur les escaliers là. Il se fait checker par les médecins à l'entrée de la chambre d'élimination. Et quand il y a la porte qui est ouverte dans la chambre d'élimination, évidemment, il y a quelqu'un qui rentre. Et je vous le donne en mille. C'est AJ Styles qui débarque avec une chaise. Le bougre d'AJ Styles dont vous en avez parlé un peu plus tôt. Qui a visiblement pas encore avalé le fait que LA Knight lui a fait perdre son ticket d'entrée, voilà, sa place dans la chambre. Donc il va défoncer LA Knight à coups de chaise. Ouais, et pas qu'un peu, hein, les officiels. Il l'a bien défoncé. Hein. Voilà, là il y a à peu près 50 coups de chaise hein, qui s'est pris. Et un Styles Clash. Sur la chaise aussi. Sur la chaise aussi. Drew McIntyre qui est déjà à bout de force hein, à ce moment-là parce que je crois qu'il s'est pris le finisher de LA Knight juste avant. Il s'était pris le BFT juste avant en effet. Ouais. Il va se traîner sur le corps complètement inanimé d'LA Knight et en profiter pour faire le tomber à 24 minutes 20 du match. Donc voilà, après ça continue jusqu'à ce que Logan Paul, je crois, va quand même éliminer Kevin Owens. Ou non, Kevin Owens se prend un RKO. Oui. Il y a Logan Paul qui a son... je sais plus s'il l'a utilisé à ce moment-là, mais en tout cas, il a son coup de poing américain qui est avec lui dans son slip. Bon, Kevin Owens se fait éliminer par un RKO d'Orton hein, pendant qu'il est en train de s'acharner sur Logan Paul. Il fait pas gaffe et il se prend un RKO de Orton. Là, je crois qu'à ce moment du match, on n'a plus que Orton et Drew McIntyre et Logan Paul hein, dans le match. Oui. Donc ça va être serré. Là, on ne sait pas qui c'est qui va réussir à passer. Logan Paul a son coup de poing américain dans la main. Il va. Alors comment que ça se passe ? Il y a. Alors on a très belle mise en scène. Ouais, il y a Randy Orton qui place le RKO sur Logan Paul. Qui n'a pas eu le temps d'utiliser son putain de coup de poing américain là. Il faisait le malin hein, avec il se préparait là, il faisait des pauses mais il se fait toper par le RKO de Randy Orton. 1 2 3, il est éliminé. Ça continue entre Drew McIntyre et Randy Orton. À toi à moi jusqu'à ce que Randy Orton réussisse à placer le RKO sur Drew McIntyre. C'est parti, il va le finir mais Logan Paul n'avait pas quitté la cage et il va mettre un gros punch à
à Orton qui va se manger derrière même pas le Claymore, je crois. Non, juste le punch. S'il se prend le punch, et Drew McIntyre va encore une fois se traîner jusque sur le corps inanimé de Randy Orton. 1, 2, 3, et victoire sale de Drew McIntyre. Mais victoire quand même. Voilà, Drew victoire McIntyre. En étant le numéro 1 techniquement dans l'Elimination Chamber, donc il a tenu du début à la fin. Ouais. 36 minutes 45, ça a duré. Avec notamment une belle descente de Logan Paul, là, du haut du pot, je crois. Ouais, tout à fait. Là, très beau crossbody. Très impressionnant. Voilà, des gros spots des mecs qui se sont mangés les pods en plexiglas. Il n'y a pas eu trop de spots aériens, ça a été plutôt réservé, hormis le Logan Paul. En effet, ouais. Après, faut dire que c'était des gros heavyweights, là. Ouais, voilà, il y avait plutôt du gros machin, là, ouais. Donc c'est plutôt, on s'est explosé le dos, sur le sol. Alors d'ailleurs, Randy Orton, quand même, il rentre dans le match, il fait son DDT, je crois, sur Kevin Owens, à l'extérieur du ring. Et il reste couché par terre un bon moment parce qu'il a mal au dos, quoi. Il a vraiment vendu le dos pendant un bon moment. Il a vendu le dos comme Jaja. Ouais. Comme Jaja, ouais. C'était. Non, après c'est vrai que il est fort, parce que il y a des moments où, alors de toute façon il joue là-dessus, c'est évident. Mais c'est vrai qu'avec tout l'historique de blessures qu'il a, il y avait des moments où tu étais en droit quand même de te demander merde, est-ce qu'il se passe pas quelque chose, quoi, parce que il a passé quand même beaucoup de temps par terre à se tordre de douleur, et après c'est vrai qu'il est d'ailleurs honnêtement je pense, c'est une masterclass niveau selling, parce que là, si vous regardez comment faudrait que les autres catcheurs regardent voilà comment on fait pour vendre une blessure au corps, en quelque sorte, parce que les jambes, les bras, c'est plus simple, mais c'est vrai que voilà, la blessure au dos, regardez comment il fait, parce que on a l'impression que tous les mouvements qu'il fait lui coûtent. Enfin, vraiment, donc visuellement, c'est très convaincant. Enfin, je trouve qu'il y a plusieurs moments où je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pas refait mal, en quelque sorte. Donc c'était assez joli. Ouais. C'est juste dommage qu'il se blesse sur un coup que lui-même est en train de porter, quoi. Oui. C'est vraiment le mec qui est pas au niveau pour cacher, là. Le mec, si t'es dans un état comme ça, ne vient pas, quoi. Mais bon, il est quand même à 2 doigts de remporter il est pas passé loin. Là. Il s'est fait voler. Il se fait voler, ouais. Donc là, clairement, on a 2 matchs qui sont concrétisés là pour WrestleMania, avec le AJ Styles et les Knight, et visiblement Randy Orton, Logan Paul. Oui, assez surprenant, en effet. Je pense qu'on part là-dessus. On faudra voir où on va mettre Kevin Owens, mais comme chaque année, Kevin Owens, on sait jamais où on va le mettre. Ouais, Kevin Owens, il fait le café partout, quoi. Mais en effet, c'est vrai que c'est l'enseignement de ce match, et puis de toute façon, c'était sensiblement, je pense, qu'on attendait de ce match, grosso modo, c'était d'écrire un petit peu ce qui allait se passer après l'Elimination Chamber, puisque si vous êtes tous des suiveurs avertis, je pense que très peu de gens avaient des doutes sur le vainqueur. Donc c'est vrai que maintenant il s'agissait d'utiliser au mieux ces 36 minutes pour préparer la suite, en quelque sorte. Et en ce sens, écoute, j'ai plutôt le sentiment qu'ils l'ont bien fait. Alors oui, voilà, on s'attendait sans doute à ce que AJ Styles intervienne d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, et les Knights, ils se tournaient autour depuis un petit moment. Le truc qu'on n'avait pas forcément, c'était on imaginait assez facilement que il allait sans doute falloir se dire que Logan Paul allait être éliminé par son futur challenger ou l'inverse. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est Randy Orton. Donc ça, c'est la petite surprise. C'est vrai que ça s'attendait pas nécessairement. Comme tu disais, c'était vraiment très bien fait, quoi. La séquence finale. Là, la production était superbe. Alors, il y a déjà c'est déjà évidemment ça. De toute façon, tous les shorts et les petites vidéos qui impliquent Logan Paul ont déjà été, j'imagine, vus des dizaines de millions de fois sur les réseaux. Mais alors, c'est vrai que celui où il nargue la foule avec son poing américain et que d'un seul coup il y a le RKO out of nowhere qui arrive derrière et magnifiquement bien filmé et assez jouissive. Donc c'est vrai que c'était très très sympa.
Mais donc voilà, on a eu ce à quoi on devait s'attendre en quelque sorte. Hein. Donc Logan Paul repart avec son challenger, LA Knight et AJ Styles repartent et vont se la coller jusqu'à Mania. Drew McIntyre va enfin pouvoir aller à WrestleMania pour le défier pour le titre suprême et peut-être aller jusqu'au bout de sa rédemption à lui, de son arc narratif actuel. Donc ouais, peut-être en effet, in fine, ceux qui ont été laissés de côté sont Bobby Lashley et Kevin Owens dans cette équation. Donc il s'agira de voir maintenant qu'est-ce qui leur sera réservé, parce qu'on a du mal à croire que ces deux-là ne soient pas à WrestleMania. Donc voilà, maintenant faudra voir. Mais sensiblement, moi sur ce match, alors je sais pas, moi je l'ai beaucoup plus apprécié que celui des femmes, mais pas par misogynie primaire, mais plus parce que en fait fondamentalement, voilà, moi c'est plus ma came. En fait, je trouve que cette stipulation, elle est naturellement beaucoup mieux servie par les mecs en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je reste sur l'avis les filles, faudrait pas qu'il y ait d'Elimination Chamber. Bah non, je pense que ça leur va pas. Ou alors faudrait qu'elle soit out pendant un mois, tu vois. Faudrait vraiment parce qu'après il y a pas de selling derrière du fait qu'elle se non, en fait elles ont cage en fer et tout. Je trouve qu'il y a un vrai sujet de selling. Enfin, tu vois, je trouve que vraiment la différence entre les deux matchs est assez criante de ce côté-là. T'avais l'impression que ouais, les mecs étaient au bout de leur vie. Randy Orton, il était mort à la fin. Même Drew McIntyre, il était éclaté. On l'a jamais vu transpirer autant. Je crois, il était auto-trempé. Lashley aussi. Lashley aussi, il a fait des sacrées démonstrations de force. Lashley, il a fait des grosses potes. Donc voilà, fatalement, bah oui, les filles, elles ont pas fait des spears qui ont explosé les pods. Elles ont pas balancé des powerbombs de tarés sur les abords du ring, dans les chaînes et compagnie. Donc forcément, voilà, il y a un ressenti du match qui est pas le même. Donc moi, j'ai apprécié, cette Elimination Chamber. Je trouvais qu'elle était bien violente, bien solide. Peut-être pas aussi flamboyante que ce qu'on a pu avoir par le passé. Je pense en même temps, ça vient aussi du profil des catcheurs qu'ils ont mis dedans. Ils ont clairement misé sur la barbaque et sur le heavyweight. Il y avait que Logan Paul, au final, qui était capable peut-être un peu de voltiger. D'ailleurs, c'est lui qui a rempli ce rôle. Et d'ailleurs, coup de chapeau à Logan Paul, j'en profite, hein, mais c'est vrai que, au final, moi, je repense à ce match et je me dis, le mec, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est à la WWE, quelque chose comme ça. C'est un rookie, il a jamais catché de sa vie avant d'aller à la WWE. Là, il se retrouve dans une Elimination Chamber qui est une des stipulations les plus légendaires de la Fédé. Il est avec, Lashley, Owens, Randy Orton, et en fait, hormis LA Knight, je crois que c'est que des anciens champions du monde. Ouais. Puis LA Knight, c'est un vétéran aussi, mine de rien. Ouais, et puis LA Knight, c'est un vétéran du business. Et je suis désolé, mais il y a aucun moment où tu te dis, le mec est pas à sa place. Enfin, je trouve que c'est ouf, en fait, de voir à quel point c'est fulgurant, de se dire qu'en fait, non, un mec comme lui, il fait pas tâche du tout. Et même au contraire, il a fait le show, il était pour les caméras, il a fait ses petits doodles sur la cage, il a taunté, il a vraiment mis à profit la petite innovation technologique qu'ils ont tenté cette année de mettre des micros dans les pods pour pouvoir profiter des commentaires un petit peu des mecs qui attendaient. Encore une fois, il a volé le show à certains moments. Et moi je trouve ça hallucinant avec le recul de se dire que ce mec peut à quelques encablures de WrestleMania comme ça être quasiment considéré comme un taulier d'un match pareil. Je trouve que c'est assez impressionnant. Donc voilà, écoute, au final, un match assez convenu, mais qui aura, là aussi, on va réussi à largement faire le spectacle. Manque de suspense compensé par, le storytelling et quelques jolis spots et vraiment plein de bons moments. C'est vrai que j'ai 4, 5, 6 bons moments faciles de ce match-là qui me reviennent et qui me font dire que c'était une Elimination Chamber globalement plutôt réussie. Je te rejoins pour le coup de chapeau. Encore une fois, Logan Paul, qui décidément a le catch dans le sang. Hein. On peut pas dire autrement. Ah ouais, non, on a l'impression qu'il est né pour ça. Hein. Ouais. Et vous trouverez sur les réseaux sociaux là sa séquence effectivement que tu racontais là où il dessine sur le pod pour le public qui est derrière lui là au premier rang. Il fait des blagues. Il fait le spectacle. Quoi. Non, jusqu'au bout, c'est un showman. Et comme tu dis, il avait sa place au milieu de tous ces tauliers. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce match, c'est-à-dire que on savait que c'est Drew McIntyre qui avait gagné. Il n'y avait pas trop de suspense,
Mais si tu prenais un peu de recul, n'importe lequel des gars qui avait dans ce match, y compris Logan Paul, pouvait tout à fait gagner. En vérité. Oui. S'ils avaient gagné, personne n'aurait été malheureux. Eu scandale, quoi. Ouais. Et on aurait eu un beau programme. Et ils avaient stacké. Ouais. Et c'est pas toutes les années, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Rumble, enfin une Elimination Chamber comme ça, avec autant de main eventers, quoi, qui étaient dans la cage. On a eu beaucoup de chambers où on avait pas, par exemple, un Mustafa Ali ou un truc. Ouais, tout à fait. Des mecs qui sont là un peu justement mecs... pour faire la chair à canon, quoi. Ouais, voilà, du R-Truth, du truc comme ça. Au final, tu te retrouves la chair à canon. Au final, c'est Bobby Lashley et LA Knight qui sortent en premier, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Et du coup, je trouve que ça redonne un petit peu ces lettres de noblesse à la stipulation là, qui est un peu brocardée depuis des années parce qu'elle est un petit peu mal située, à mi-chemin sur la route de WrestleMania. On fait toujours avec les bonhommes qui sont là. Des fois, il y a un mec qu'on a besoin de pusher, alors on va le mettre dedans pour qu'il brille. Là, c'est pas le cas, quoi. Là, il y a vraiment que des mecs qui sont qui doivent déjà avoir leur programme pour WrestleMania et qui sont dedans pour parce que c'est normal qu'ils soient dedans parce que c'est les top guys de la compagnie, quoi. Voilà, on a de nouveau une fédération avec des main eventers et ça fait plaisir. On va parler quand même parce que j'ai oublié du Grayson Waller Effect. Avant de passer au main event, hein, moi je pars comme ça à la bille en tête, mais non, il y avait cette séquence de talk show où Grayson Waller, accompagné de Austin Theory, qui a pris le micro aussi, qui a raconté des trucs pas vraiment intéressants. Il était là pour la hit. Ouais, il était là pour la hit. Hein, Austin Theory peut moquer de la ville, tout ça. Et puis bon, les grands invités, c'est Cody Rhodes et Seth Rollins qui arrivent au ring. Grosse pop pour l'un, grosse pop pour l'autre. On chante les chansons. Tout le monde est content. Bon, au final, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tabasser Austin Theory sous le regard médusé puis un peu fataliste de Grayson Waller, que Austin n'intervient pas. Ouais, qui n'intervient pas, hein, pas du tout. Austin Theory qui a repris les catchphrases de The Rock parce que l'histoire c'était que Grayson Waller était un petit peu l'avocat de la Bloodline. Hein, il posait des questions en disant comment vous pouvez vous permettre de remettre en question l'autorité de la Bloodline. Voilà, vous avez caché WrestleMania, volé le main event. Voilà, le public est déçu. Voilà. Et donc le gros scoop, c'est que Cody Rhodes annonce qu'il va aller chercher The Rock. Il va l'affronter. Il dit quoi qu'il arrive, on se raffrontera, toi et moi. Je sais pas où, je sais pas quand. Mais en tout cas, ça va se passer. Et là-dessus, il y a Seth Rollins qui s'incruste et qui dit écoute, dans ce combat-là, tu seras pas seul, je serai là, surtout si c'est en main event de WrestleMania, quoi. C'est hop garçon. Hein, si c'est la soirée 1, par exemple, moi j'ai rien d'autre de prévu. N'hésite pas. Voilà, n'hésite pas, appelle-moi, mais je serai là quand même. De toute façon, ce que je fais, c'est que je viens en premier, et puis toi tu viens après. C'est ça. Voilà en gros le scoop. Donc Cody Rhodes cherche The Rock et il a le soutien de Seth Rollins, l'architecte. Hein. C'est toujours bien d'avoir le soutien de Seth Rollins. Oui. C'est pas inutile. Je garderais un œil dans le dos, moi, si j'étais toujours. Cody Rhodes. Voilà, je sais pas ce que t'as pensé de ce segment. Est-ce que c'était pas Écoute, c'était ouais, c'est un peu un peu dans la presse conférence du pauvre quand même, non? Ouais, c'était un petit peu dans la lignée en fait d'une certaine manière d'un petit peu de tout ce qu'on a dit sur les autres matchs, c'est-à-dire que on en attendait. Alors peut-être que là-dessus on attendait peut-être des petites surprises parce qu'au final on l'a beaucoup dit, je pense en amont de ce show, dans les analyses peut-être des weekly précédents, sur le Discord, partout. Cette carte de 4 matchs au résultat quasiment cousu de fil blanc. On avait du mal à se dire, mais attends, c'est pas possible, il va y avoir que 4 matchs, il y aura vraiment aucune surprise. Est-ce que justement c'était pas là où on attendait peut-être quelques petits la surprise elle devait être là. Hein. Un match impromptu, une intervention, quelque chose. The Rock. Ouais, peut-être. Et puis au final, on a eu
finalement quelque chose qui est dans la digne lignée, j'ai envie de dire, de quasiment tous les autres segments du pay-per-view, c'est on a eu ce à quoi, en fait, on a eu un peu le minimum syndical, c'est-à-dire quelque chose qui a été bien fait, bien exécuté, bien produit, rien à dire. Enfin, moi, je me suis plutôt marré. Hein. C'était Austin Theory a très très bien fait le vilain de pacotille là qui s'est fait martyriser. Grayson Waller a profité, voilà, il a kiffé un petit peu, il a pris sa pop, il a fait son petit segment qui commence à devenir quand même une récurrence assez prestigieuse, hein, parce qu'on a eu quand même le Grayson Waller Effect, on l'a eu aussi à Money in the Bank à Londres avec en invité spécial John Cena. Là, il a Seth Rollins et Cody Rhodes à chaque fois dans les grands stades et tout. Enfin, donc voilà, c'était bien foutu. On a eu ces mini scoops qui n'en sont pas vraiment avec The Rock, si tu veux te friter, je suis dispo. Et puis Seth Rollins qui nous a dit qu'il allait être medically cleared dans quelques jours. Voilà, tout ça d'une certaine manière on le savait, et puis t'es pas obligé de te battre tout seul. Je pense que c'est quasiment mot pour mot ce qu'il lui avait déjà dit lors de la promo du Raw d'il y a 10 jours. En fait, grosso modo, voilà, on n'a rien appris de plus. Donc voilà, écoute, spectacle sympa, petite interlude, mais fondamentalement il s'est pas passé grand chose. Et en soi, c'est presque une surprise parce que c'est vrai que dans une carte tellement convenue, on s'attendait tellement à ce qu'il se passe quelque chose d'un peu plus fou ici que c'est peut-être un petit peu décevant quand même. Il n'y aura décidément pas eu de surprise. Ce qui m'a laissé perplexe, c'est l'attitude de Grayson Waller qui intervient pas quand Austin Theory se fait démonter. Je sais pas s'il est-ce qu'il est blessé en ce moment, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est de circonstances parce qu'il voulait pas que Grayson Waller se fasse huer d'une certaine manière en Australie, ou est-ce que c'est annonciateur un peu de storyline, à savoir est-ce qu'il va y avoir des tensions entre Austin Theory et Grayson Waller au prochain SmackDown? Je pense qu'il va y avoir une suite dans ce genre. Enfin, je vois que ça comme raison. Parce que sinon, c'est en tout cas, Austin Theory aurait toutes les raisons d'être pas très très content de ce qui s'est passé. Ouais. De toute façon, il grince des dents un petit peu, cette théorie, depuis un moment. On sent qu'il y a de l'eau dans le gaz, tout doucement entre les deux. Je serais pas contre un Austin Theory et Grayson Waller à WrestleMania, personnellement. Oui. Dans l'undercard, moi je trouve que ça serait tout à fait... Un petit peu de respiration. Tout à fait valable comme rivalité. Ça peut être un show stealer, attention. Surtout qu'au micro, en plus, ça peut envoyer. Donc, ouais. Puis il a besoin de ça un petit peu, Austin Theory. Là. Il faut, pourquoi pas un face turn. Voilà, c'était le Grayson Waller Effect. On va peut-être quand même constater aussi que le master plan de Paul Heyman, on peut tomber. On l'attend toujours, quoi. C'est un peu, alors ça n'avait pas fait. Quand il est venu faire sa discussion avec Grayson Waller, ça n'a pas fait le même effet que quand il y avait eu cette discussion avec le Judgment Day où là on avait les deux clans qui s'unissaient, donc on s'est dit il va se passer un truc énorme, puis au final il s'est rien passé. Là ils nous ont fait un petit peu la même. Voilà, si Paul Heyman a un plan, vous saurez que généralement ça va pas éviter bien loin. Voilà. Vous enflammez pas. Vous enflammez pas les gars. Je pense que on nous expliquera que c'était il se faisait l'avocat de la Bloodline dans son. Ils avaient peut-être peur qu'il soit gentil dans ses interviews, dans ses questions, mais peut-être, ça tient pas trop la route quand même. Allez, on va au main event. Le héros du village, l'héroïne du village, Rhea Ripley, la championne, défend son titre contre Nia Jax, le monstre Nia Jax. C'est parti pour 14 minutes 25 de match où Nia Jax va malmener Rhea Ripley dans tous les sens. Elle va l'écraser, elle va la tabasser, elle va la torturer, l'utiliser comme un bretzel là, à un moment donné, elle la plie en deux là, c'était assez magnifique. Là, une sorte de Boston Crab à une jambe là, je sais pas, très bizarre là. Lion Tamer un peu là avec le genou entre les deux omoplates. Ouais. C'était très joli à voir. Rhea Ripley, grosse pop, hein. C'est la. Oui. Voilà. Énorme pop. C'est la superstar de la soirée. Tout est fait pour la mettre en valeur. La top babyface en péril. Du coup, elle va jouer la carte de la babyface. Hein. Tout le long du match, c'est Nia Jax la méchante. Et ça, elle sait se faire huer. Nia Jax, y a pas de souci.
Et puis, au final, il y aura le comeback de Rhea Ripley qui va réussir à placer son Riptide sur Nia Jax, ce qui est pas une masse à faire quand même. Non, qui faisait partie un peu des petits suspens du match, c'est savoir est-ce qu'elle va pouvoir le placer. Voilà, est-ce qu'elle va réussir à le placer? Et elle l'a plutôt très bien placé. Ouais, très joliment exécuté. Ouais. 14 minutes 25 seulement de match. Mais grosse victoire de Rhea Ripley, encore une fois sans surprise. La championne reste championne. Mais j'ai envie de dire, grosse prestation de Nia Jax, qui a fait le boulot pour mettre over Rhea Ripley. Moi, j'ai trouvé que c'était un match classique à l'ancienne, façon Hulk Hogan contre le géant. C'est un match qu'aurait pu faire John Cena, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Donc moi, les recettes classiques, je suis plutôt client. Hein. Donc là, moi, j'ai un peu rien à redire sur ce match. Effectivement, ça manque de surprise. Mais sinon, c'est tout ce que je pourrais dire de négatif, je crois. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Ouais, c'est vrai que qu'est-ce que tu veux, il y avait pas ça le reste du catch féminin. Ouais, voilà, ça reste du catch féminin. Non, mais bon, il y avait pas le suspense, on le savait avant d'y aller, donc bon, à partir de là, une fois que ça c'est acquis, bon, sur quoi qu'il arrive, le suspense, bon, ça entache quand même une grosse partie de l'appréciation qu'on peut avoir d'un match. C'est un peu frustrant de se dire que bon bah c'est cousu de fil blanc et qu'on attend, bon bah voilà, on attend la fin quoi. On sait on sait comment ça va se passer. Malgré ça, il faut avouer que, écoute, j'ai pas souvenir d'un meilleur match de Nia Jax. En effet, j'ai trouvé qu'elle a été très impressionnante. Alors c'est pas forcément le meilleur des compliments, mais déjà, bah écoute, tout ce qu'elle a fait, c'était propre. Enfin, il y a vraiment rien eu d'hésitant. Il y a pas eu, je glisse sur une corde, je rate un petit peu une réception, j'en sais rien. Enfin, tout a été extrêmement propre de sa part. Et puis après, ouais, j'ai trouvé qu'elle a été pour une fois, une heel dominante, très convaincante. Enfin, c'était assez sympa. Alors, sans doute aussi bien servi par une Rhea Ripley qui a été aussi dans son rôle assez à l'aise, ce qui était une petite victoire aussi d'une certaine manière, parce qu'elle a quand même pas vraiment été testée non plus dans ce registre-là. Donc c'est un point de satisfaction, j'imagine, pour les décideurs de la WWE, parce que il est inévitable que Rhea Ripley est une des, si ce n'est pas déjà le cas, mais en tout cas est une des futures gigastars de la WWE, et donc qu'il y a un moment où elle va tourner babyface, c'est sûr, et il va falloir qu'elle répète des prestations de ce type-là. Et donc elle a montré qu'elle était capable de le faire. Mais Nia Jax Nia Jax en effet a été extra. Et on a souligné, je pense, enfin ce superbe Riptide pour le coup. On parlait autant je trouve que le finisher de Becky Lynch est nul à chier, autant je trouve que le Riptide est vraiment un super finisher. Mais ok, Rhea Ripley l'a très bien porté sur Nia Jax, mais pour bien le porter, il faut que Nia Jax justement fasse vraiment le taf, fasse pas ce qu'ils appellent un peu dans le métier le sac de sable, hein, le sandbag, parce qu'elle pourrait complètement gâcher le finisher Nia Jax si elle ne le recevait pas bien. Et là au contraire, elle a ultra bien scellé pour Rhea Ripley. Et globalement, elle a super bien scellé pendant tout le match. Hein. Enfin, c'est vrai que la superplex était magnifique. Le slam était super. Enfin, voilà, tout était top. Ouais, elle a fait des gros bumps, hein, notamment elle a du ring fait, et tout. Elle a fait des super bumps. Elle a donné de sa personne. On pourra souligner aussi le spot à l'extérieur du ring où elle passe à travers la table en prenant quand même son élan sur une chaise à roulettes des commentateurs, ce qui était. Moi, j'ai un peu flippé quand je l'ai vu se lancer pour faire une descente du coude depuis une chaise avec des roulettes. Je me dis, enfin, la meuf, elle doit quand même faire bien 120, 130 kilos, j'imagine. C'est vraiment pas le meilleur appui pour tenter un truc comme ça. Bah écoute, bah non, c'était super ça aussi. Super clean, la table a pété, descente du coude parfaite. Non, rien à dire. Voilà, c'était un bon main event. Voilà. Après, on fera une transition parce que je pourrais peut-être en parler lors de la conclusion. Voilà, c'était un bon main event. Est-ce que je pense que c'était l'endroit où il fallait le faire. Est-ce que ça a sa place dans un main event d'un autre pay-per-view aux États-Unis? Je serais moins catégorique là-dessus quand même. Clairement. Voilà, c'est un peu le feeling aussi que ça me donne. Écoute, voilà, là c'était au bon endroit, au bon moment. De là à dire que c'était un grand main event qui pourrait être répliqué, je serais moins catégorique, on va dire.
Ouais, c'était un putain de test pour Rhea Ripley. Là, elle a prouvé déjà qu'elle était une méga star dans son pays. Oui. Parce que là, la foule était à fond derrière elle. Bon, elles ont assuré, elles ont fait un match hyper propre. Effectivement, comme tu le dis, ça aurait été dans un autre secteur, à un autre endroit. Je suis pas sûr que ça aurait accroché les fans de la même manière. Non. Mais en tout cas, moi, je suis bien plus intéressé par Rhea Ripley en babyface que quand elle fait des matchs heal. Moi, j'ai pas toujours été convaincu par ses prestations tout au long de l'année depuis qu'elle est championne, ses défenses de titre. J'ai toujours trouvé ça un petit peu plat. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand elle est la babyface en péril. Je trouve que Nia Jax c'était l'adversaire parfait. Maintenant, ça va être difficile de lui trouver un adversaire de cette envergure parce que là, on avait vraiment l'impression que Nia Jax était au-dessus. Il y a pas beaucoup de catcheuses dans le roster qui vont pouvoir nous faire croire que voilà, qu'elles vont mettre en difficulté à Ripley. Ça va être à commencer par sa future challenger du coup. Ouais, là on a du mal à croire que Becky. Il va falloir. Enfin, après Becky, elle sait faire. Hein, elle sait raconter une histoire, elle sait sortir des gros matchs. Je suis curieux de voir comment ça va se donner parce que là on est dans le cas de figure où on a les deux gonzesses qui sont les plus en position position. Non seulement elles sont les plus over, mais elles sont en position d'être les deux top stars de la compagnie quoi. Il y a pas de place pour deux, il y a de place pour qu'une quoi. Donc ça va être un combat d'ego aussi, je pense quelque part. Je pense aussi. Donc ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que je pense pas que Becky Lynch elle a envie de laisser sa place tout de suite quand même. Et là, Rhea Ripley, il y a pas grand chose qui va l'arrêter. Je veux dire, on voit que si elle tourne babyface, ça peut encore aller encore plus loin que son rôle de momie qui est déjà. On sent le public n'attend que ça. Enfin, c'est vrai que c'est organique quoi. Ouais, c'est très organique. Ouais. Donc là, elle est en pleine lancée quoi. Donc elle se retrouve avec Becky Lynch sur son chemin qui quand même. Il serait temps qu'elle récupère sa ceinture. Becky Lynch aussi si elle veut conserver son aura. Ça va clasher après ce match. Ça va clasher. Ils ont donné de la saveur au truc. Voilà. Moi j'étais très satisfait par ce main event. Pas trop long, ça change un peu des trucs. Maintenant, effectivement, on aurait pu aussi avoir l'Elimination Chamber en main event, ça aurait pas fait de mal non plus, quoi. Mais non. Après, c'est bien. Écoute, quitte à le faire quelque part. Voilà, on sait que Triple H, il teste des trucs dans ses constructions de cartes, c'est pas toujours payant. Là, pour cette fois-ci, il s'en sort bien. Il y a de la chance. Ouais. Mais il s'en sort pas trop mal. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Hein. Là, le prochain coup, il a un WrestleMania à nous faire. Ouais. Bon, après, c'est facile. Tu peux pas lui dire, oui, parce qu'on pourrait lui dire, voilà, il refait ce pay-per-view ailleurs qu'en Australie. Je pense que bon, c'est plus dur. Mais bon, en même temps, c'est un faux procès parce que s'il était là, il nous répondrait sûrement que il a fait comme ça parce que il était en Australie. C'est vrai. Bon. Voilà, mais on le surveille quand même parce qu'il a pas toujours été attention Triple H sur ses constructions de cartes. Mais bon, voilà, le public était ravi. C'est l'heure du mot de la fin. Il faut qu'on donne un top, un flop et une note. Alors, je t'en prie, dis-nous tout. Écoute. Alors, écoute, le top. Il y a plusieurs candidats, hein, clairement, on en a parlé pendant la review. New Catch Republic m'ont fait kiffer. Nia Jax, on vient d'en parler, est un top potentiel. Logan Paul aussi. Mais bon, on va revenir quand même sur la vraie rookie de cette émission qui pour moi, Tiffany Stratton, qui sera mon top parce que c'était le match que j'attendais clairement de très très loin, le moins de la soirée. J'en avais rien à foutre. Et c'est elle qui m'a accroché dedans. Enfin, c'est vraiment elle qui a fait que j'ai quand même, enfin voilà, qui a gardé mes yeux un peu rivés sur l'écran et qui a fait que je me suis investi, toute proportion gardée, dans ce match. Je suis bluffé de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dégagé, des réactions qu'elle a réussi à extirper du public. Donc bravo à elle. Je pense qu'elle a marqué beaucoup de points. Avec moi, hein, mais c'est pas le plus important. Je pense même surtout avec les bookers, avec les décideurs, avec le public de manière générale. Donc bravo à elle. Souvent, c'est vrai qu'avec IRM, dans les reviews de Weekly, on aime bien quand on analyse des matchs de low card ou de mid card, attirer l'attention sur est-ce que les mecs ont réussi, parce que
les minutes dans les émissions de la WWE, ça vaut cher. Hein. Tout le monde n'a pas loisir d'être sur. Alors déjà d'avoir un match de 10 minutes à Raw, souvent on dit c'est pas forcément voilà, il y en a qui se battraient hein, pour avoir 10 minutes à Raw. Alors en plus d'avoir carrément une place de 30 minutes sur un PLE, c'est énorme. Mais après une fois que tu l'as, encore faut-il saisir ta chance. Et je trouve que bah voilà, elle a largement saisi sa chance, donc bravo à elle. C'est mon top et c'est assez rare pour être souligné. C'est un top féminin. Mon flop, bah écoute, mon flop c'est dans le même match. Moi, le reste, tout était relativement convenu, mais mon flop, il va aller à Becky, que j'ai trouvé, bah, qui d'une certaine manière, c'est, alors ok, c'est la façon dont a été produit le match et booké le match, mais finalement, elle gagne une Elimination Chamber quasiment sans briller. Et voilà, par rapport, tu vois, je lis ça, je relis ça un petit peu avec ce qu'on vient de dire avec Rhea Ripley, le choc, la place de top star qui va sans doute se jouer à Mania, ce côté ultra dominant qu'a Rhea Ripley. Ça va être difficile d'arriver à démontrer une adversité suffisante pour la démolir et tout. Bah justement, ce côté presque trop facile là qui joue avec Becky Lynch, qui est ce parcours, cette sorte de rédemption un peu, elle revient du fond de la carte pour remonter tout au sommet, mais on a l'impression qu'elle se bat même pas pour ça, c'est assez facile, ces matchs sont un peu creux, et celui-ci l'était aussi. Bah tu sors pas de là, je trouve, voilà, taper le torse, à dire putain yes, Becky, elle est de retour, c'est la folie, elle va défoncer Mamie, elle va retrouver sa ceinture. Ouais, là franchement c'était très très fade, j'ai trouvé la presta de Becky Lynch et et le booking de Becky Lynch de manière générale qui est je trouve peut-être un peu trop pilote automatique. Donc c'est mon flop. Et la note, bah écoute, la note, je l'ai déjà partagé un peu sur le Discord, je vais donner 3,25 malgré toutes les belles choses que j'ai pu dire sur ce pay-per-view. C'est difficile pour moi d'aller beaucoup plus haut dans un show qui était trop téléphoné. C'est voilà, en fait finalement j'ai trouvé que pendant cette review on s'est retrouvé quand même pas mal à donner un petit peu des petits certificats d'encouragement un peu à tout le monde. Voilà, c'était bon, on s'y attendait, mais c'était pas mal. Voilà, c'est le pay-per-view, c'est un peu il m'a donné un peu le sentiment d'être bah écoute, c'était pas mal, mais c'était pas non plus un très grand pay-per-view. Et la seule, et après j'arrête parce que c'est déjà très long, mais l'ouverture quand même que je donnerais, c'est que même si la note est peut être un peu moyenne par rapport à toutes les bonnes choses qu'on a pu dire là depuis 1h30, je pense. Y a un truc quand même que j'aimerais souligner, c'est que finalement, c'est aussi une sorte de un peu un tour de force de la WWE quand même je trouve qu'on a eu samedi, qui est bah finalement voilà ce qu'ils sont capables de faire en laissant quasiment tout leur main event au repos. Enfin il faut quand même remettre les choses en perspective. Il faut se dire qu'il y a pas le main event de WrestleMania sur cette carte. Hein. Il y a pas ok, Seth Rollins et Cody Rhodes, ils ont parlé, mais ils ont pas catché. Il y a pas Jey Uso, il y a pas Sami Zayn, il y a pas The Rock, il y a pas Roman Reigns, il y a pas, je suis sûr qu'on peut en citer d'autres encore qui étaient pas là. Et malgré toutes ces absences qui sont quand même le gratin, le top de ce qu'ils sont capables de faire, et ben voilà ce qu'ils sont capables d'envoyer, à savoir 50 000 personnes en feu dans un stade, des gros matchs, une belle production, des bons moments. Bon bah ouais, c'est sûr que c'est pour ça que je me dis c'est quand même des enfoirés quoi. C'est quand même un joli tour de force parce que oui, les mecs voilà, si c'est ça leur floor, enfin leur minimum en quelque sorte. Ouais, tu te dis les mecs ils ont quand même une grosse marge quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est impressionnant de voir avec si peu de gros main eventers, de grosses têtes d'affiche, parce qu'on n'a pas Lesnar, on n'a pas CM Punk. Voilà, oui. Tu vois, vraiment les vrais gros noms, ils étaient pas là. Avoir un spectacle de cette qualité, c'est vrai qu'effectivement c'est pas banal. Et là, moi je le répète encore, on est vraiment dans une période qui est assez fantastique. Moi j'avoue que j'ai savouré cette Elimination Chamber. J'ai eu un peu le catch que j'aimais. Il n'y a pas eu une mauvaise décision comme on avait à une époque où d'un seul coup on se demande où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils ont fait ça. Tout était logique. Alors effectivement, le problème dans ces cas-là, quand c'est trop logique, il n'y a plus de suspense. Mais bon, moi, comme j'ai déjà dit, j'ai vécu des années à regarder le catch sans avoir jamais de suspense, quoi. Hein. C'était, il y a une époque où tout, tu voyais, surtout à l'époque de John Cena, tu voyais tout arriver
3 mois à l'avance, quoi. Donc, c'est pas non plus la surprise que je mets en critère numéro 1 pour la qualité d'un show, hein, mais c'est plutôt la manière dont tout est raconté. Et là, franchement, il y avait aucune fausse note. Je vais donner mon top. Sur un show comme ça, il y a beaucoup de gens qui mériteraient un top, effectivement. Mais j'ai envie de le mettre parce que on le mettra jamais, je pense, plus jamais, et puis qu'elle a beaucoup été critiquée tout au long de sa carrière. J'ai jamais trop compris pourquoi. Je donnerai mon top à Nia Jax, qui a, voilà, moi j'ai retrouvé les grands heels de l'époque des années 80, là, les André le Géant, les Bam Bam Bigelow, voilà, les Vader, les choses comme ça, à travers ce match là qui a été joué ce soir. Voilà, une belle opposition babyface heel avec un heel qui est plus costaud que le face, et c'est tout l'enjeu qui est du match, de voir comment le babyface va s'en sortir. Voilà, moi je préfère voir des partitions classiques comme ça qui ont joué à la perfection que des spot fest avec des trucs qu'on n'a jamais vus, des mecs qui tombent d'une échelle à travers une table et des punaises. Voilà. Moi ça m'impressionne plus un match comme ça, classique de qualité qui fait vibrer le public, avec pas trop d'esbrouf. Bon, il y a quand même une table des commentateurs qui a été explosée de manière assez violente, mais voilà, c'était presque logique dans le match. Donc voilà, je donne mon top à Nia Jax. Le flop, j'ai envie de donner quand même au Grayson Waller Effect, parce que le coup de faire de jouer le plan machiavélique de Paul Heyman pour rien du tout donner au final. Ça fait 2 fois qu'ils le font, donc là c'est carton rouge. Et puis la posture de Grayson Waller à pas vouloir défendre son pote, c'était un petit peu bon, ça pourra se rectifier assez facilement si effectivement on a une rivalité avec Austin Theory. Mais voilà, il y avait pas grand chose. On a servi la soupe un petit peu à Rollins et Cody, c'était un petit peu Actor Studio, c'était un petit peu too much à mon goût, quoi. Et la note, je vais donner 3,75, je vais être un peu plus généreux. Effectivement, c'est pas un grand pay-per-view qui va révolutionner le business, mais si on a toujours des pay-per-view de cette qualité-là, moi ça me va. Et comme tu le dis, c'est fait avec facilité et c'est fait avec l'équipe B. Oui, c'est presque insolent de facilité, en fait, je trouve. Ouais. Et avec le décalage horaire. Mais encore une fois, je trouve qu'on vit là une époque qui est assez fantastique, hein, au niveau de la WWE. L'ambiance qu'il y a dans le stade, c'est quand même assez incroyable, quoi. Tout le monde est over là. Pouah, tu vois, c'est vrai que là, c'est là où tu te rends compte de la puissance, en fait, de la machine WWE qui en fait, quand elle se déplace à l'étranger, elle crée l'événement, quoi. Enfin, c'est encore une fois, hein, mais remplir. Alors c'est vrai que j'ai été très chafouin, très critique, hein, sur ce fait, ça, la carte. Moi, c'est vrai que je me dis, putain, si c'est, tu vois, là, je pense aussi un peu à nous, à Lyon, à Backlash, là, dans pas très très longtemps. Tu vois, je me dis, putain, si c'est ça la carte qui nous envoie, je serais frustré quand même. Tu vois, ça m'énerve un peu. Tu vois, je me mets à la place d'Australiens, je me dis, mais bon. Malgré tout, on sait comment ça se passe. On a déjà eu maintenant la chance et le plaisir de faire quelques shows de la WWE en live. Ça reste, quoi qu'il arrive, un événement. C'est à chaque fois, c'est des grands professionnels. L'ambiance, le décor, tout ce qu'ils amènent avec eux, c'est fantastique. Et c'est vrai que là, tu vois ce qu'ils font avec quasiment leur équipe B en quelque sorte. Hein, tu vas faire des analogies sportives. Ils arrivent avec leur équipe B, puis hop, en claquant des doigts, ils remplissent un truc de 55 000 personnes. À la télé, t'as l'impression que c'est quasiment un WrestleMania bis, le bordel. C'est très impressionnant. Ouais, c'est sûr que c'est 50 000 personnes, il y a que les Big Four, hein, qui font. Et encore, c'est Rumble, SummerSlam et WrestleMania. C'est ces shows-là qui font c'est ça, 50 000 personnes. Ouais, tout à fait. Je sais pas les shows en Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça donne, mais bon, ça compte pas. Mais voilà, là on était vraiment sur un gros événement. C'est pas banal que du catch ramène 50 000 personnes. Non, c'est ça. De cette manière. Hein. Voilà. Donc, plutôt une belle victoire pour la WWE, même si j'ai lu beaucoup de commentaires de gens un peu chafouins. Pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans le monde, Cage Match, le site allemand. La référence, hein, qui note un petit peu, qui récolte un peu les votes du public,
a donné 7-18 à ce main event, enfin ce pay-per-view. Le main event, je sais pas c'est combien plutôt il a cohérent avec nos notes, en fait. Ouais, tous les matchs ont eu 7 à peu près. Donc c'est un show à 7. Ce qui est bien, un show à 7 quand même. 6,55 pour Rhea Ripley contre Nia Jax. 7,25 sur l'Elimination Chamber masculin. 7,56 pour le tag. Et 7,56 pour la chambre d'élimination. Tu vois, on est à 7,5 à peu près partout. Voilà. Sur 292 votes. Qui ont été validés. Voilà. Voilà, un gros panel. Un gros panel de personnes, quoi. Vous dites, vous en avez rien à foutre. Moi non plus. Mais bon, j'étais sur le site, je vous le donne. Voilà. Donc, affaire à suivre maintenant pour la WWE, puisqu'on est à mi-chemin de la route vers WrestleMania. Eh oui. On va se retrouver pour parler de Monday Night Raw, de SmackDown. Et évidemment, on vous racontera tout sur WrestleMania. Les 2 grosses journées qui s'en viennent avec, on sait toujours pas quels seront les main events, hein, mais on a eu un petit indice ce soir. En tout cas, vous aurez votre Cody contre Roman Reigns. Yes. Ouais, la victoire. Il va gagner. La fin de l'histoire. On va finir l'histoire. J'espère. Alors, nous, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Catch-Up, @CatchUpCDC sur Twitter. On est sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner et puis à cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'on a du nouveau contenu qui sort. Tout ça est gratos. On est aussi sur Discord. L'invitation est dans la description si vous voulez nous rejoindre. Et puis pour le reste, il me reste plus qu'à te remercier, mon bon Giscal. Merci beaucoup d'être venu, nous avoir éclairé sur ce PLE. Dernière étape avant WrestleMania. Écoute, un grand merci à toi également d'avoir fait le maître de cérémonie. C'était un plaisir, c'est longtemps qu'on n'avait pas fait une petite émission ensemble. C'est vrai, en duo comme ça, juste toi et moi. À refaire. Mais voilà. Peut-être avec des amis, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Hein, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Voilà, c'est tout pour nous, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye, les amis. Ciao tout le monde. Bon, tu n'es pas en retard pour tes courses? Je vais pas pouvoir faire tes courses, là. Tu voulais faire des courses, je crois. C'est fini, les courses. Ouais, c'est fou. Je vais aller faire des courses de chevaux. Ah, d'accord. À l'hippodrome.